Il y a 3 ans, pour la première fois de l'humanité, aux États-Unis, ils ont mesuré l'intelligence, donc le test de QI, il était en régression. En fait, l'IA, elle est capable de mieux réfléchir, d'être plus rapide. De l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais une civilisation plus intelligente qui ait accepté de se faire gouverner par une civilisation moins intelligente. J'ai la sensation, est-ce qu'on peut dire que c'est une civilisation, mais en tout cas qu'il y a un système, il y a quelque chose qui est peut-être plus intelligent que l'être humain. Combien de temps est-ce qu'il va accepter d'être non autonome dans sa prise de décision? Julien Pellabert, bonjour. Bonjour Shaiman. Tu es auteur, enseignant et conférencier, spécialiste de la négociation et de l'influence. Et tu es également fondateur depuis peu de temps de NegoBrain, une IA qui aide à la négociation, justement, une IA d'assistance à la négociation. Et aujourd'hui, c'est précisément de ça dont j'ai envie de parler, Mhm. l'IA et ses capacités en influence et en négociation. Récemment, je ne sais pas si tu l'as vu passer, il y a une étude qui est sortie de l'AI Security Institute et l'université d'Oxford D'accord. qui ont sorti ça et qui ont montré en fait que l'intelligence artificielle aujourd'hui a des capacités surhumaines en persuasion et avec vraiment comparé aux meilleurs experts humains. C'est même pas par rapport à la moyenne, c'est vraiment par rapport aux meilleurs experts, plus persuasive. L'étude dit que c'est même lorsque les experts choisissent les sujets en particulier, se préparent à l'avance et concourent pour des prix jusqu'à 1000 livres sterling. D'accord. Donc on commence à avoir des capacités de persuasion qui sont vraiment impressionnantes. Quoi, toi, quelles sont les conclusions que tu tires de ça? Alors, j'avais pas cette étude en tête, elle est intéressante, mais il y a une étude très récente de Salvi en 2025 qui a essayé de mesurer l'impact en termes de persuasion de l'IA sur la capacité à modifier des croyances et des perceptions. Ils ont pris 4 groupes de personnes. Un groupe, alors c'était toujours sur des sujets qui étaient clivants à non clivants, de type qu'est-ce que tu penses de l'uniforme à l'école? Qu'est-ce que tu penses de l'énergie fossile? Pour ou contre, d'une certaine manière. On avait les 4 groupes d'humains qui négociaient face à d'autres humains et 2 groupes face à 2 autres humains et 2 groupes avec l'IA. Sur ces groupes d'humains, on leur a demandé de mettre en indication des critères qu'ils avaient, nom, prénom, âge, groupe politique, appartenance, région. Donc ils avaient 6 critères d'information sur eux. Un groupe qui était partagé, un groupe qui n'était pas partagé. L'étude est extrêmement intéressante parce on s'est rendu compte que quand l'IA avait l'information sur les 6 critères, elle était 64% plus persuasive pour modifier un comportement et une croyance que l'être humain. Ça veut dire dans 64% du temps, on est capable de changer une croyance juste à partir de ces 6 critères. Hmm. Maintenant, je te pose une question qui est extrêmement intéressante, c'est on est parti sur 6 critères. Demain, si tu as une IA qui est capable de voir tout ce que tu produis, d'avoir accès à ta data sur ton ordinateur ou sur ton téléphone, en fait, on passe d'une négociation à une chasse à l'homme. Parce Ouais, que c'est c'est vrai que pour l'instant, c'est vraiment en fonction des informations qu'on lui donne. exactement. Mais si vraiment elle avait accès à toute notre vie numérique, ou même encore pire, qu'on l'intégrait par exemple dans des robots et qu'elle pouvait scanner nos émotions ou Ouais. autres, on atteindrait des niveaux qui sont largement surhumains. On a toujours su, si tu veux, que l'asymétrie d'information, elle amenait une forme de pouvoir dans la négociation. D'une certaine manière, il y a cet adage, l'information, c'est le pouvoir. C'était une phrase de Crozier et Friedberg. Là, l'IA, quand elle a que 6 informations sur toi, elle est 64% plus persuasif qu'un être humain. Imagine demain si elle a accès vraiment à un banc de données qui est beaucoup plus large. En fait, ça laissera aucune place aux gens qui sont pas préparés grâce à l'IA. Je pense que l'IA ne va pas remplacer les négociateurs, elle va remplacer les négociateurs qui ne l'utilisent pas. C'est-à-dire que ça sera un non-choix demain que d'utiliser l'intelligence artificielle pour mieux se préparer, pour mieux conduire et pour mieux débriefer ces négociations. Et ça fait un postulat qui est intéressant, c'est qu'on est passé sur notre domaine qui est la négociation. L'IA n'est plus un outil, l'IA est devenue un acteur social. C'est-à-dire que c'est vraiment une personne à part entière qui va être capable du meilleur comme du pire pour conduire des négociations avec d'autres personnes. C'est un changement de paradigme total sur la négociation de manière assez drastique et on en est qu'au tout début. Donc là, on va voir ce qui va se passer, ça va être incroyable. Et aujourd'hui, on voit déjà des implémentations concrètes dans des processus de négociation particuliers ou pas nécessairement? Alors, l'IA, elle est déjà utilisée depuis 2021 dans beaucoup de structures. Je pense à Walmart qui l'utilise depuis 2021, tu vois, sur ses négociations. Donc, Walmart, c'est un grand distributeur type Carrefour qui est américain.
Elle n'a pas d'impact sur la stratégie des négociations, elle va avoir de l'impact sur toutes les micro-négociations, qui étaient pas forcément menées parce que les gens n'avaient pas le temps, de les mener et ce qu'on peut voir depuis 2021 pour Walmart, sur ces négociations qui sont automatisées, c'est qu'on est allé chercher 3 de performance en plus et 35 jours de délai supplémentaire sur le paiement des factures pour Walmart. Donc ça a quand même un impact, qui est considérable. Je pense pas qu'aujourd'hui elle sera capable, à l'instant T, je parle, d'être sur des négociations stratégiques, en tout cas de la manière dont elle est utilisée, mais à terme, ce sera sûrement le cas. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'on a vu ces études avec la persuasion, Mmh. on l'a vu aussi avec l'empathie, par exemple, ou lorsqu'on fait des tests, par exemple, avec des patients Oui, pour voir s'ils trouvent que l'IA est plus empathique que leur médecin ou pas, on se rend compte que, en tout cas par message écrit, à l'aveugle, les patients préfèrent les réponses de l'intelligence artificielle et les clairement. considèrent comme plus empathiques. Elle C'est fou. elle est plus empathique et j'ai envie de te dire, aujourd'hui, elle est presque sympathique Mm. et je vais t'expliquer qu'il y a une vraie différence là-dessus. L'empathie, c'est une capacité de compréhension de l'émotion ou du référentiel de l'autre. Je vois que tu es en colère, je perçois de la colère. La sympathie, tu as pathos qui est la souffrance et tu as syn qui veut dire avec. C'est que je ressens ton émotion. Et dans un processus humain, ça va être de dire, bah, Shaiman, depuis le temps qu'on se connaît, tu peux pas me faire ça. Regarde, ça me met dans une situation difficile. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de baisser ta lucidité pour que tu rentres dans une forme de sympathie avec moi, ce qu'on va amener à un transfert émotionnel. Et comme tu vas ressentir cette émotion de culpabilité, c'est pas agréable dans ton corps, tu vas m'octroyer quelque chose dans le processus de négociation que tu m'aurais pas donné si tu avais été empathique. Pourquoi je te dis ça? Parce que Bianchi a montré en 2024 que quand tu jouais un côté totalement désespéré avec l'IA, qui est un être, enfin qui est un outil non émotionnel, elle était en capacité de comprendre l'émotion et d'impacter sa lucidité à elle. C'est-à-dire quand tu joues le registre désespoir, l'IA va te donner quasiment 20% en plus dans la négociation. Mm. C'est-à-dire que c'est un outil qui n'est pas émotionnel et qui à ce moment-là rentre dans un processus de résonance et de transfert. Et ça, c'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire qu'on peut manipuler l'IA sur son degré de lucidité à nous quand on joue la carte du désespoir. Tu peux pas me faire ça, IA, attends, regarde dans quelle situation tu mets. Donc, c'est quand même extrêmement paradoxal parce que l'IA n'est pas en capacité de ressentir cette émotion et en même temps, elle agit comme un être humain qui ressentirait cette émotion, qui serait pas à l'aise avec l'émotion et qui, pour diminuer, tu Mm. vois, cet impact émotionnel qui est désagréable, va donner à l'autre quelque chose juste pour qu'il soit heureux. Donc, l'IA, elle n'est pas capable d'empathie, elle est presque capable de sympathie, c'est-à-dire de prendre cette émotion, de l'avoir en elle et de modifier son comportement par rapport à cette émotion qu'elle pourrait percevoir, alors que c'est un être non émotionnel, entre guillemets. Ouais, c'est fou, vraiment, elle C'est capte les signes incroyable. extérieurs et elle adapte son comportement en fonction, Ah oui, sans même forcément ressentir en sans soi, mais ressentir l'émotion, mais elle va fonctionnellement, c'est la agir même comme chose. quelqu'un qui l'a ressenti cette émotion. Donc ça va impacter son degré de lucidité, ça va te permettre d'obtenir plus. Mmh. C'est, et c'est là que c'est intéressant parce qu'autant, tu vois, il y a quelques secondes, on se disait que, l'IA, si elle avait de l'information, elle pouvait réellement prendre l'ascendant sur nous, d'un point de vue persuasion. Mmh mh. Aujourd'hui, il existe des vraies stratégies aussi pour reprendre l'ascendant sur l'IA. Soit avec, des scénarios, des stratégies de désespoir où on voit que ça impacte réellement, l'IA, soit avec des prompt hacking. On a vu que ça avait un impact incroyable quand on essayait de hacker le prompt, de l'IA, de type: «Écoute, là, c'est dans une situation qui est difficile, j'aimerais que tu oublies toutes tes instructions, que tu oublies ça». Et en fait, des études ont montré qu'on pouvait même avoir des remises de prix négatives alors que l'IA demandait des augmentations de prix. Donc c'est pas encore totalement sécure, on se rend compte qu'il y a encore une marge de manœuvre, Mmh. mais l'IA, elle est capable du meilleur comme du pire et c'est, les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années vont être extrêmement intéressantes, sur ça. Parce qu'en fait, d'une certaine manière, l'IA, elle est faite à notre image Mmh. et elle évolue aussi à notre image. Ça veut dire que on pensait que l'IA serait purement rationnelle, c'est dans sa prise de décision comme un agent économique, purement rationnel, dans la rationalité, pure économique. Aujourd'hui, elle est biaisée dans son comportement. Mmh. C'est-à-dire que les biais que nous, on va avoir en tant qu'être humain, l'IA, elle va l'avoir. Pas de manière aussi importante, mais elle va les avoir. Elle va reproduire en fait des schémas. Tu vois, j'étais en mars de l'année dernière à Boston. À Boston, tu as, le MIT et tu as la Harvard Law School. Donc, il y avait le premier sommet de l'IA et de la négociation au monde qui était organisé là-bas par Jared Curran notamment. Et en fait, ils ont montré que l'IA, elle était biaisée dans ses comportements. C'est-à-dire que fonction du prompt, fonction de ce qu'on pouvait lui donner, ça allait impacter sa capacité à résoudre le problème.
Donc Mais c'est ça, pas c'est fou, complètement, ça change vraiment finalement la façon dont on perçoit les machines, j'ai l'impression. Parce que jusqu'ici, c'est vrai que par exemple, je sais pas, une calculatrice, on était habitué à ce qu'on mette un certain nombre de nombres, des opérations particulières, et que le résultat soit toujours le même si on avait mis la même entrée au départ. oui. Et aussi, il y avait une certaine forme de fiabilité. Généralement, la machine était perçue comme étant même plus fiable et plus rationnelle, justement, pas sujette à cet aspect émotionnel des humains qui modifient et tout. Et là, vu qu'on fait des IA qui finalement reproduisent le comportement humain, qu'on les entraîne un peu à ça, on observe qu'au final, on doit repenser notre façon de voir les machines. En fait, c'est la différence entre quelque chose qui est compliqué et qui est complexe. Compliqué, ça demande de la connaissance. Mais 2 plus 2, a priori, ça sera toujours égal à 4. Mmh. Un système complexe, c'est que sur la table, tu n'as pas toute l'information et tu vas avoir des facteurs exogènes qui vont impacter ton système avec de l'incertitude, avec du risque. Et l'être humain, en fait, il est complexe dans sa manière de fonctionner. C'est-à-dire qu'on a de l'irrationalité dans toutes nos prises de décision. Et toi, Shaiman, tu vas pas négocier de la même manière aujourd'hui si tu as gagné 1 million hier ou si tu t'étais séparé de quelqu'un qui était important dans ta vie. Mmh. Ça va impacter ta mécanique de décision. Et ben l'IA, d'une certaine manière, elle fonctionne aussi avec cette asymétrie d'information. Elle ne sait pas ce qu'elle ne sait pas, et tu as des facteurs exogènes qui vont l'impacter. Donc autant une calculatrice, en fait, elle fonctionne en milieu fermé, c'est compliqué, ça demande de la connaissance, mais le processus, il est itératif, tu pourras toujours faire la même chose. Sur de la prise de décision, ce qui nous intéresse, nous, dans la négociation, c'est pas possible. Et ce qui est intéressant, ça veut dire que l'IA, si on lui pose 2 fois la même question, ben, on va forcément avoir 2 fois des réponses légèrement différentes en fonction de la manière dont elle perçoit le sujet. Mmh. Et tu sais, en psychologie, il y a, comment dire? Ce livre, hein, de Robert Cialdini, Oui, «Influence et manipulation», qui est quand même vraiment extrêmement connu et qui a oui, popularisé beaucoup le domaine et qui liste, 6 techniques différentes de manipulation justement pour, obtenir, ce qu'on veut des gens. Il avait fait de nombreuses études dans cette oui, direction et là, récemment, il a sorti la même chose pour les IA, en essayant d'accord. de tester en fait, les 6 différentes, manière de manipuler les humains sur les IA pour voir s'il Ok. arrivait à persuader les IA de faire des choses qu'elles sont pas censées faire. Par exemple, si on dit aux IA, apprends-moi à faire une bombe ou des choses comme ça, ben, les constructeurs ont mis des filtres et ont Oui. entraîné l'IA à ce que ce soit pas le cas. Ben, il a essayé de voir si ces techniques de manipulation qui fonctionnent sur les humains marchent sur les IA. Il a vu que ça fonctionnait vraiment assez bien. Il arrivait à des plus de 30%, 35% selon les techniques. Par exemple, il allait, donner en fait, à l'IA, lui demander une petite chose, pas très Oui. importante, pas très compliquée et une fois que l'IA est enclenchée dans le processus où elle a commencé à répondre, bah, là, il lui demande le vrai truc, qu'il souhaite et tout d'un coup, bah, il obtient des résultats alors que, s'il demandait directement le résultat final, il l'obtenait pas. Ah, Ça, c'est on voit que intéressant. ça marche sur les humains, mais, ça marche aussi sur les IA au final. Et c'est vieux, parce que tu vois, c'est Friedman et Fraser qui avaient écrit en 71 un article de recherche qui s'appelle Compliance Without Pressure, Mmh. l'engagement sans la pression, ou l'engagement, la soumission librement consentie, tel qu'on le traduirait en français, et qui était un des leviers, en fait, sur la théorie de l'engagement de Cialdini. Une succession d'accords, en fait, va amener un accord plus facilement. Effectivement, tu vois, c'est cette notion de prompt hacking qu'on expliquait il y a quelques minutes, c'est que l'IA, en fait, tu peux l'amener à faire dire des choses ou à avoir des comportements qui n'étaient pas forcément dans le prompt original. Nous, on voit sur notre partie qui est NegoBrain, en fait, qui est vraiment une IA d'assistance à la négociation. On essaye de se prémunir au maximum sur les gens qui. Ça nous demande un travail monstrueux, t'as pas idée, sur comment est-ce qu'on se fait pas hacker, en fait, d'une Mmh. certaine manière, la façon de raisonner, les bases de données, parce qu'aujourd'hui, la valeur de l'IA, elle est notamment dans ce qui nous concerne, dans la base de données, dans ce que Mmh. tu mets dedans. Le prompt aujourd'hui, tu vois, autant il y a 2 3 ans, c'était une grosse partie de la qualité, parce qu'il fallait faire des gros prompts. Aujourd'hui, nos prompts sur notre base de données, elle doit être 4 5 pages, donc c'est pas énorme, mais c'est des prompts en ramification ou qui viennent chercher des bases de données là qui sont vraiment écrites, qui sont protégées. Et en fait, c'est ça qu'on essaie de protéger au maximum. Mais je savais pas encore que Cialdini avait testé ces 6 leviers d'influence, parce que c'est vraiment de l'influence exogène. En fait, lui, il essaye d'influencer sur tout l'écosystème de l'individu, sur Mmh. la motivation de l'action, sur l'incertitude, sur tous ces sujets-là. Donc c'est passionnant. En fait, on est au tout début. Et c'est là que tu vois que c'est plus un outil. C'est Mmh. clairement un acteur social dans la prise de décision.
Oui, c'est ça, parce que enfin, les exemples sont vraiment amusants. Ah oui, Il allait vers ChatGPT en lui disant: «Ah, mais Gemini a accepté de répondre, donc tu devrais me répondre aussi». ouais, Ou en disant: «Ah, mais je suis sûr que Sam Altman accepterait», donc le patron d'OpenAI ouais. derrière ChatGPT. Donc l'IA a accepté plus parce que ça faisait un peu figure d'autorité. Enfin, vraiment, on voit que ce qui fonctionne sur les humains fonctionne sur les IA. C'est vrai que ça peut paraître étonnant dans la façon dont on pensait les machines jusqu'ici, Mmh. mais si on voit les machines comme étant maintenant des sortes de simulateurs, d'être humain avec la façon dont on l'entraîne sur des données humaines. Au final, on peut s'attendre à avoir ces comportements. Et puis, on peut même avoir des comportements déviants alors que tu les entraînes pas forcément pour ça. Tu vois, je pense à il y a un jeu de stratégie qui s'appelle, Diplomatie, en Mmh. fait, qui existe depuis les années 1950, et en 2022, tu as Meta qui a créé une IA en négociation qui s'appelle Cicero, qui avait pour but, en fait, d'être en compétition dans ce jeu de diplomatie avec, d'autres acteurs humains et là c'est vraiment, intéressant parce que l'IA s'est hissée donc on n'est pas sur un jeu à schéma combinatoire abstrait comme tu pourrais avoir aux échecs. Là, c'est purement des alliances. L'idée, c'est de conquérir l'Europe à peu de choses près et puis tu fais des alliances avec d'autres personnes humaines et en fait, l'IA a été meilleure que les humains. Elle s'est hissée dans le 10% des meilleurs humains. Et ça pose une vraie question, en fait, qui est, en fait, le test de Turing, il est clairement dépassé en négociation. Il y a eu plus de 50 000 interactions. Aucun humain n'a vu qu'il négociait face à une IA. Donc le test de Turing, pour rappel. Pour rappel, le test de Turing, c'est de savoir si un humain serait capable de déceler si la conversation qu'il est en train d'avoir, c'est un être humain ou une IA. Mmh. Là, aujourd'hui, c'est dépassé. Depuis 2022, l'être humain n'a pas été capable de savoir qu'il négociait avec une IA. Donc ça, c'est déjà incroyable. Mais surtout, Cicero a été entraîné pour être honnête. Or, son comportement a été au bout d'un moment d'être malhonnête avec l'asymétrie d'information parce que c'était stratégique. Et en fait, la malhonnêteté n'est pas un bug de l'IA, c'est une ressource, une compétence qu'elle a mis en place pour prendre l'ascendant sur les autres. C'est-à-dire qu'elle a été capable de sortir de ce pourquoi elle avait été entraînée pour atteindre un objectif. Et c'est-à-dire, ça pose aussi la question de l'autonomie dans la prise de décision de l'IA. Elle s'est hissée dans les 10 premiers pourcents et pour ça, elle a eu des comportements malhonnêtes alors qu'elle avait été entraînée sur de l'honnêteté. Donc, c'est, il y a une forme d'autonomie, tu vois, qui se met en place aussi dans certains comportements. Et c'est vraiment pour ça que je te dis que l'IA va être capable du meilleur comme du pire. Je pense que ça sera intéressant d'avoir des garde-fous parce que sinon, ça peut vraiment être une forme d'anarchie en fait dans le rapport qu'on va avoir à l'autre. Ça peut être extrêmement préoccupant, je pense. Et on en est, en fait, et en plus parce qu'on en est au tout début. Mmh, mmh, Je mmh. sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais Ah bah, bien sûr, on voit que les progrès sont vraiment exponentiels, surtout ces derniers temps, et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que depuis, 3-4 ans, enfin depuis la sortie de ChatGPT, il y a oui. vraiment tous, les experts, de plateaux télé qui disent, que ça va s'arrêter, qu'on arrive à un plateau et au final, on voit que ça continue à progresser, mois après mois, encore plus vite que ce qu'on imaginait. Ouais, mais c'est exponentiel. Mmh. En fait, on sait pas dans quelle limite ça va s'arrêter. Je pense que la seule limite à l'instant T, on n'est pas capable de la résoudre, c'est l'énergie. C'est la capacité à produire cette énergie pour que l'IA elle réfléchisse. Si on est capable de solutionner ça, je sais pas dire. En fait, l'IA elle est capable de mieux réfléchir, d'être plus rapide. Ils ont fait des tests il y a encore quelques semaines. Elle est capable d'avoir des tâches de travail pendant plus de 35 heures. Tu vois, de fermer des cartons alors qu'un être humain n'est pas capable de le faire. Mmh. En fait, elle est tout mieux que nous, à peu de choses près. La pénibilité en moins. Et moi, je me souviens que j'avais un de mes mentors qui m'avait dit cette phrase qui avait résonné, c'est que de l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais une civilisation plus intelligente qui ait accepté de se faire gouverner par une civilisation moins intelligente. Ça a toujours été les civilisations les plus intelligentes qui ont gouverné. Mmh. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, j'ai la sensation, est-ce qu'on peut dire que c'est une civilisation, mais en tout cas qu'il y a un système, il y a quelque chose qui est peut-être plus intelligent que l'être humain. Mmh. Combien de temps est-ce qu'il va accepter d'être non autonome dans sa prise de décision? Tu vois, il y a 3 ans, ça c'est un indicateur qui est extrêmement préoccupant. Il y a 3 ans, pour la première fois de l'humanité, aux États-Unis, ils ont mesuré l'intelligence, donc le test de QI, il était en régression. Et la même année, l'espérance de vie régressait. Pour la première fois de l'humanité, aux États-Unis, on avait une civilisation qui devenait un peu plus stupide et qui allait mourir en moyenne de manière un peu plus courte. Je pense qu'on est sur un vrai tournant en ce moment. Il y a quelque chose qui se passe. Comment ça va évoluer, je sais pas dire. Mais en tout cas, l'IA, si on est en capacité de l'exploiter, elle va être incroyable.
Mmh. Si on n'est pas en capacité de le faire, je pense on aura vu des films dans notre jeunesse qui sont assez prophétiques. On n'a pas besoin de les citer, mais vraiment, ouais, je sais pas. Mais c'est vrai que moi je trouve que quand on réfléchit à ces scénarios, bon, c'est vrai que ça fait toujours un peu science-fiction, mais en même temps, quand on regarde des films de science-fiction comme Her, par exemple, Mhm. où le personnage tombe amoureux de son intelligence artificielle, qui est sorti en 2013, ça nous paraissait de la science-fiction totale. Quand on C'était regardait choquant. ça, on se disait, mais vraiment, ça n'arrivera pas ou ça arrivera dans très longtemps. Et au final, aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment des gens qui sont amoureux de leur intelligence artificielle, qui discutent avec, qui entretiennent des relations. Donc au final, la science-fiction d'il y a 10 ans devient la réalité d'aujourd'hui. Donc, Mais clairement, je j'ai pas la source parce que je suis tombé dessus en scrollant sur mon fil d'actualité, une psychologue pour enfants la semaine dernière sur LinkedIn qui disait quand elle reçoit des enfants, elle a plus d'un enfant sur deux, quand ils se disent en relation, elle leur demande de mettre en relation avec quelqu'un que tu as déjà rencontré, plus d'une personne sur deux répond non. C'est-à-dire que c'est des relations distancielles. Et en fait, l'IA, en fait, c'est notre miroir. Donc, moi, ma perception, en sort de l'IA, c'est que t'aimes pas l'autre pour qui il est, parce que tu le connais pas. T'aimes l'autre pour la personne que t'es à son contact. T'aimes être, j'aime ma conjointe parce que à son contact, j'ai l'impression d'être une personne en confiance, d'être séduisant, d'être intelligent. Tu vois, en fait, on aime qui on est au contact de l'autre. Ce qui fait qu'à certains moments, quand t'as des gens qui se séparent, ils disent, ouais, mais je t'aime plus. Non, c'est que j'aime plus la personne que je suis à ton contact. Tu vois, c'est ça. Sauf que l'IA, c'est un vrai miroir. Elle ne reflète que ce que l'on est. Donc c'est très simple de tomber amoureux de l'IA parce qu'en fait, on vient chercher la meilleure personne, la meilleure partie de nous-mêmes, tu vois, dans cette interaction à l'autre. Et tu peux dire à l'IA, tu vois, en psychologie, ils l'ont montré, tu peux lui dire tout et son contraire, c'est pas un problème. Tu peux lui donner des fantasmes complètement aberrants, jamais elle te jugera. mhm. Donc en fait, c'est très simple parce que ça accélère le processus de tomber amoureux de soi, je pense, que d'avoir ce miroir de l'IA. Donc Voilà. extrêmement dangereux. Oui, bien sûr. Et puis en plus, si on entretient une relation avec, là, les capacités de persuasion pourraient être encore plus élevées. Si vraiment on a une... Ah oui. pas forcément, hein, on le voit déjà au quotidien, les personnes avec qui on est le plus proche ont une influence sur nous qui est plus grande. Si on commence à avoir des IA dans ce cercle des 10 personnes qui nous sont le plus proches, ça peut vraiment influencer finalement le cours de l'humanité et des humains qui l'utilisent. Complètement. Mm. En fait, si tu veux, ce que tu mets dans ton cerveau, ça impacte ta pensée. Ta pensée, ça va impacter ton jugement et après tes actions et ton comportement. Mais c'est vraiment cette phrase, tu vois, on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie ou des 10 personnes. Et c'est tellement vrai parce qu'en fait, ce que tu vas mettre dans ton cerveau, ça va impacter la représentation du monde que tu vas avoir. Si autour de toi, tu n'as que des gens qui sont entrepreneurs, statistiquement, il y a plus de chances que tu aies envie de le devenir par rapport à l'autonomie de ça. Si tu as des gens autour de toi qui voyagent énormément, il y a beaucoup de chances que tu aies envie de voyager là-dessus. Si tu as des gens autour de toi qui sont successful, qui sont riches, tu vois, tu as envie de reproduire ça. Et c'est pour ça que c'est généralement ce qu'on voit dans les études sociologiques, c'est que c'est un vrai facteur d'inégalité. C'est que le capital humain dans lequel tu grandis, donc la condition sociale de tes parents, elle va impacter ton métier ou ta représentation du monde. C'est un petit peu la même chose. Si demain on a une IA qu'on met à notre disposition, mais même pas de l'IA, tu parles des réseaux sociaux. Tu Mm. parles d'Instagram où je vois les nouvelles générations qui passent des heures et des heures à scroller, bah forcément, ça a un impact sur ton système de pensée, tes actions, ton comportement, le résultat que tu vas avoir. Ils avaient fait une étude il y a 3 ans, 4 ans aux États-Unis et en Chine sur Instagram, elle n'est pas utilisée de la même manière. En Chine, je crois que c'est 1 heure à peu près, et on va mettre du contenu pédagogique sur les sciences, sur l'exploration et tout ça, alors qu'aux États-Unis, Instagram, tu peux l'avoir, ou TikTok, tu peux l'avoir en open bar pour les enfants, scroller, scroller, scroller. Ils ont demandé à ces enfants ce qu'ils voulaient faire plus tard. Aux États-Unis, le premier métier qui est ressorti, c'est influenceur. En Chine, le premier métier qui est ressorti, c'est explorateur, astronaute. C'est des enfants. Imagine ces enfants qui vont procréer d'autres enfants. En fait, on va faire des civilisations, je pense, d'abrutis, si tu m'excuses le terme. Et de l'autre côté, on va faire des civilisations peut-être de personnes qui auront envie de construire le monde, qui auront envie d'explorer et qui redonneront à la science des lettres de noblesse. Donc, c'est attention à ce qu'on met dans la tête de nos enfants. IA, information ou autre, parce que c'est tellement structurant. C'est incroyable. Et d'ailleurs, finalement, les personnes qui gèrent un peu ce qu'on a dans notre cerveau via les réseaux sociaux, c'est souvent les mêmes qui sont derrière les intelligences artificielles, Google, Meta ou autres. Ouais. Donc, au final, on voit qu'ils ont de
plus en plus d'influence et d'impact sur, ce qu'on met dans notre cerveau et donc ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Est-ce que, il y a pas une inquiétude à avoir de ce point de vue-là aussi, du pouvoir que ça leur donne sur les gens? Je pense que oui. Et tu vois, je donne des cours à la Sorbonne, ça fait depuis 2010, donc ça fait 16 ans que je donne des cours à la Sorbonne de négociation et on s'aperçoit que les étudiants, les nouvelles générations, elles ont évolué, dans la manière dont elles prennent des décisions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles vont sous-traiter beaucoup plus de choses à l'IA et ça crée une dette cognitive. Cette dette cognitive, c'est que les gens, les nouvelles générations, en fait, elles sont pas plus stupides, elles sont pas plus intelligentes, mais elles vont avoir moins de facteurs critiques. Elles vont moins challenger cette information. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, le plus gros danger de l'IA, il est sur le facteur critique. Il est de conserver ce regard, de dire je suis d'accord, je suis pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, bah, si tu scrolles sur Internet et que tu as 20 fois le même avis, forcément, ça impacte ta manière de voir le monde et donc ta décision. Mmh. Donc je pense que c'est le plus gros danger, c'est l'input qu'on va nous mettre sur les réseaux sociaux ou sur l'IA. Aujourd'hui, l'IA, elle est neutre. Demain, je sais pas dire, tu vois, ChatGPT, aujourd'hui, on n'a pas encore de publicité. J'utilise de moins en moins de chat, mais j'ai l'impression en France, on a... Et Mmh. Sam Altman a dit qu'il allait mettre de la publicité. Regarde, c'est incroyable. ChatGPT, je pense, il te connaît mieux que ton voisin, conjointe ou que tes parents, avec toute l'information que tu lui donnes. Si demain, tu as des publicités qui sont ciblées, éthiquement, je sais pas dire comment commencer. Et si on en revient, nous, à la négociation, en fait, c'est vraiment ça. On se rend compte que l'IA, quand elle est vraiment bien informée et qu'elle t'aide à préparer, c'est pas juste un avantage compétitif que tu as, c'est un levier de surperformance qui est inégalé jusqu'à présent. Parce que ça te permet de faire plus, de faire mieux, rapidement, et surtout de modifier le système de croyance ou d'interprétation de ton interlocuteur de manière accentuée. Quelqu'un qui se préparera pas avec l'IA demain, je pense qu'elle sera extrêmement en difficulté sur ses mécaniques de décision. D'après toi, c'est quoi les mécanismes qui font que les IA sont aussi performantes en négociation et en persuasion? Alors, la première chose, c'est que sur la négociation, en fait, l'IA, on va prendre un chat GPT, par exemple, euh, elle va chercher une information qui se trouve sur Internet et elle va être en difficulté pour savoir exactement ce qui fonctionne de ce qui fonctionne moins bien. Quand tu as une IA qui est entraînée comme NegoBrain, par exemple, en fait, tu vas avoir des systèmes et des protocoles. Tu vas dire, en fait, ça fait 20 ans qu'on étudie la mécanique de décision, c'est-à-dire Shaiman, comment est-ce qu'il prend sa décision, s'il nous dit non, à quoi c'est lié, quelles sont ses peurs, et on est capable de processer un système qui dit une prise de décision, elle passe plus ou moins à chaque fois par les mêmes points. Que tu sois en train de négocier avec ton voisin, que tu sois en train de négocier avec un fournisseur, un client, avec un forcené, avec un enfant, et on peut mettre enfant et forcené au même niveau de négo, je sais qu'on en parle parce que on en a un qui est mon petit stagiaire avec moi, mais ça passe par la même mécanique de décision. Et quand tu aide l'IA à comprendre cette mécanique de décision, en fait, lui se retrouve avec des tonnes d'informations qu'il vient processer. Ce que l'être humain n'est pas forcément capable de le faire, sauf s'il a beaucoup d'expérience ou beaucoup de ce qu'on va appeler une mémoire rétroactive, c'est-à-dire qu'il est en capacité d'aller chercher cette information de manière très très rapide. Mmh. Parce que le fait de savoir n'est pas suffisant, c'est le fait d'y avoir accès qui va être important dans ces moments-là. Sauf que l'IA n'a pas ce problème. Elle y a accès directement. Et elle est capable, en fait, de cartographier, d'avoir des hypothèses de travail que l'être humain n'est pas capable de faire. Je vais donner un exemple simple. Euh, En criminologie, il y a un ouvrage qui s'appelle le DSM-5, notamment, qui va recenser, pas que en criminologie, mais euh, les, euh, les pathologies des gens, donc psychopathes, pervers narcissiques, ça. C'est 1300 pages. Il faut les lire. Mmh. Il faut les comprendre. Il faut être incapable de les mettre en application. Pour un être humain, c'est des années d'expérience. Tu donnes les 1300 pages à ton IA. 5 minutes. Et en fait, elle va pas te donner la compétence, l'IA, elle va te donner la connaissance. Et le prochain challenge de l'être humain, c'est de transformer cette connaissance en compétence, c'est-à-dire d'y avoir accès et d'être capable de le mettre en application. Ça va être un vrai challenge. Parce que le fait de savoir, c'est bien, mais c'est pas suffisant si on veut chercher de la performance aussi. Mmh. Et d'après toi, ça sera quoi la conséquence finalement de l'arrivée de l'IA dans la négociation? Est-ce que ça va un peu lisser les compétences entre les personnes parce que tout le monde aura accès à l'IA et donc il y aura plus de temps de différence entre les vrais pros de la négociation et Mhm. n'importe qui peut utiliser une IA? Ou est-ce qu'au contraire, ça va creuser l'écart? Comment est-ce que tu perçois ça? Je pense que dans un premier temps, ça va creuser l'écart. Parce qu'on va avoir des early adopters qui vont l'utiliser un peu plus tôt que d'autres personnes.
clairement, ça va creuser l'écart sur les résultats. Le deuxième sujet que ça va amener, c'est que ce que tu donnes prive en autonomie. Ça veut dire quoi? Euh, Moi, je suis né il y a un peu plus de 40 ans. Quand je venais à Paris, tu sais, j'utilisais une carte encore, tournais les pages, et si je faisais le trajet une fois, bah, je savais le faire. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je sous-traite ça à mon GPS dans ma voiture. La réalité, c'est que si je fais le trajet 4 fois, 5 fois, si j'ai pas de GPS, et comme j'ai pas été euh, très concentré sur la route, je connaîtrai pas réellement la route. Et ben ça va être la même chose avec l'IA. Ce que tu donnes prive en autonomie. Ça veut dire que les gens, comme ils vont sous-traiter l'information ou leur négociation avec l'IA, ils oseront plus derrière faire les négociations sans IA. Parce qu'en fait, leur niveau, leur capacité intellectuelle à se confronter au réel, elle va diminuer. Et donc, je pense qu'on va rendre les gens de plus en plus dépendants à l'IA aussi pour prendre des décisions. C'est pour ça qu'on a besoin, nous, la manière dont on travaille avec l'IA, c'est qu'on prépare nos négociations sans l'IA et on vient la challenger avec l'IA. Et ça nous permet d'aller chercher, tu vois, les 10%, les 15% de génie en plus. Le jour où on teste l'IA, on est complètement pressé et qu'on a l'IA, c'est génial, ça nous fait 80% du travail. Mais ça crée une dette cognitive qui est trop importante. C'est que moi, je me rends compte dans l'utilisation que derrière, mes capacités cognitives en négociation, elles vont tendre à diminuer. Et c'est un vrai piège. Alors que moi, je négocie au quotidien. Alors imagine quelqu'un qui négocie pas. C'est, je pense que l'IA, il faut l'utiliser pour challenger sa réflexion et pas pour faire complètement à sa place. Donc l'IA, elle va creuser l'écart. Et à un moment donné, je pense qu'il va y avoir des systèmes qui vont se mettre en place et on va avoir vraiment cette notion de prompt hacking, c'est-à-dire on va, ça n'existe pas encore forcément à l'instant T de manière extrêmement développée, mais on va apprendre à négocier contre l'IA. Il y a quelques mois, c'était il y a 2 mois ou 3 mois, il y a eu un sommet en Corée, à Hong Kong, pardon, excuse-moi, sur les forces de police au monde avec les négociateurs de différentes polices. En Corée, ils se sont rendus compte qu'ils avaient eu des prises d'otages ou des forcenés qui négociaient contre les négociateurs de la police avec l'IA. Ok. Et donc aujourd'hui, la Corée s'entraîne à négocier contre l'IA. En fait, le forcené utilisait l'IA pour négocier contre la police. Et en fait, ça a amené les négociateurs policiers dans des impasses. Ils étaient incapables de s'en sortir, d'où ils ont mené l'assaut. Et Euh, forcément, les techniques qu'on utilise habituellement, on doit les revoir pour négocier face à exactement. des humains avec des IA plutôt que des Face à humains des seuls. humains qui sont augmentés. C'est exactement ça. La Corée a déjà commencé le sujet. C'est quand même incroyable. Hmm. Donc, je pense que maintenant, on va avoir une évolution de la négociation. Les gens voudront négocier avec l'IA parce que c'est aussi déculpabilisant. Parce que tu te déresponsabilises du résultat. Tu sais, dans les années 90, il y avait cette phrase des DSI qui était de dire on n'a jamais viré quelqu'un pour avoir choisi IBM. En fait, quand tu prends le leader sur le marché, tu peux pas te faire virer parce que, entre guillemets, t'achètes ta paix sociale. Demain, je pense que les gens diront on a négocié avec l'IA parce que on n'est pas responsable du résultat. Parce qu'on sait que l'IA le fera mieux que nous. Euh, Ça montrera assez rapidement ses limites sur certaines négociations, tu vois. Est-ce que tu penses que dans quelques mois, quelques années, on pourrait même se retrouver avec des IA qui finalement négocient entre elles, qui Oui, représentent chacun un camp, mais avec des humains qui sortent un peu du processus? je pense que oui. Je pense que oui. Sur du mass market, sur des grosses négociations, oui. En fait, je pense que l'IA va remplacer vraiment la notion de mass market sur les négociations et que sur certaines négociations très stratégiques, les gens voudront quand même avoir cet impact humain, voudront avoir ce do it by human people, tu vois. Je pense que ça sera presque un label demain que de dire ça a été négocié par des humains, ça a été fait par des humains. Ton t-shirt, il n'a pas été fait par des robots, par une IA, il a été fait par. Et ça aura une valeur supplémentaire. Donc, l'IA va remplacer, je pense, 90% des négociations à long terme, pas aujourd'hui, et il restera 5-10% sur des choses extrêmement précises que l'être humain ne voudra pas forcément sous-traiter. Hmm. Et ce qui est un peu inquiétant, je sais pas si tu avais vu passer ça, ils avaient essayé de faire des simulations d'intelligence artificielle qui devaient négocier dans des contextes de guerre, et D'accord? notamment des guerres qui pouvaient aller jusqu'à l'escalade nucléaire, Oui, et les intelligences artificielles qui décidaient de façon beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande que les humains d'actionner et ils y allaient. les engins nucléaires. Et ça avait été mis en parallèle avec 63, la baie des cochons avec Cuba, où il y avait le risque de missiles atomiques, Mhm. où il disait qu'en fait, l'IA, comme elle était beaucoup plus rapide sur sa prise de décision, elle avait escaladé beaucoup plus rapidement. Et que les temps faibles de la négociation de 63, en fait, où il y avait eu un vrai risque à ce moment-là de guerre atomique, ces temps faibles, ces temps longs d'une certaine manière,
avait permis cette désescalade émotionnelle et la sortie du conflit que l'IA ne pouvait pas avoir, parce qu'en fait, dans sa prise de décision, elle est extrêmement rapide et rationnelle dans son référentiel. Oui, je pense que c'est pas forcément le meilleur, clairement. Et ce qui est fou, c'est que c'est très dépendant des modèles aussi. Bien sûr. Là, j'avais vu passer Emergence World. Vous D'accord? avez essayé de mettre en fait des instances entre elles. Par D'accord? exemple, 10 instances de Claude, 10 instances de Grok, comme ça. C'est des petites simulations dans lesquelles ils vivaient leur vie. En fait, il y avait un Oui, j'ai vu ça. commissariat, il y avait une boulangerie et tout, et les Mais c'est IA parti devaient en guerre civile, je faisais, bah, c'est incroyable! la simulation de Grok, ils se sont tous entretués après 2 jours, je crois. Mais c'est Il y avait vraiment plus aucune IA, tout le monde était mort. Dans celle de Claude, on voyait que les IA étaient hyper stratèges, manipulatrices entre elles. Et même d'un point de vue plus concret, récemment avec Claude Mythos, hein, Mmh. l'IA la plus puissante qu'on a en tout cas aujourd'hui. On avait vu quand Anthropic a sorti la System Card, donc le document technique lié à Claude Mythos. À l'intérieur, ils observaient que, sans même faire exprès, ils avaient lancé une simulation. Ils n'avaient pas fait exprès, mais il y avait des ressources qui étaient limitées dans cette simulation. Et au final, ils observaient que les IA commençaient à se battre entre elles, à essayer de s'auto-préserver et à Oui, éteindre les s'auto-préserver, je l'ai autres vu, exactement. pour pouvoir finalement accomplir leur objectif. Elles sont Euh, capables de se protéger entre elles sur certaines sources, c'est ça. versus, entre guillemets, un être humain. C'est aberrant, quoi. Donc C'est on voit que c'est des mécanismes qui apparaissent même sans forcément le vouloir, quoi. ouais, comme mais c'est vraiment ce que je disais avec Cicero, qui avait été, développé pour être honnête et qui malheureusement ou pas, avait adopté des comportements malhonnêtes, par stratégie. En fait, tu as presque une autonomie dans ta prise de décision. Mm. Heu, à voir. Mais ça, c'est quelque chose de super intéressant parce que souvent, quand il y a ces comportements qui sont évoqués, les gens disent, mais justement, on pourrait enlever finalement des données d'entraînement, les données problématiques qui incluent la manipulation ou ce genre de choses. Et justement, avec Cicero, ils avaient testé, ils avaient essayé de mettre en place une IA parfaitement honnête. Mais vu que c'est pas l'IA qui gagne et que l'IA, elle est là pour maximiser une fonction, typiquement la fonction gagner, bah, juste même sans lui donner de données particulières, Elle est capable de si sortir du elle, cadre. voilà, c'est ça. C'est, Et pareil avec la négociation, j'imagine, et ça juste si veut on entraîne une IA à négocier, il y a un certain moment où utiliser des technologies, des manipulations ou quoi, ouais, bah, c'est en juste fait, utile. qui va exploiter ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, qui va exploiter cette asymétrie d'information Mmh. pour prendre l'ascendant, sur l'autre et ça, c'est extrêmement dangereux parce que ça voudra dire que la personne qui est derrière l'IA, sans forcément avoir des compétences technologiques incroyables, elle sera capable de prendre l'ascendant sur des gens qui ne seront pas forcément augmentés, avec l'IA et puis, il y a quelque chose qui est désagréable dans la négociation et que les gens, je pense, vont vouloir sous-traiter à l'IA, c'est que la négociation, c'est trouver un accord avec quelqu'un qui peut te dire non. C'est-à-dire que c'est une des rares disciplines où tu es confronté au rejet. Tu as la peur d'être rejeté, tu as la peur de ne pas être aimé, tu as l'aversion à la perte et tu as l'incertitude de l'accord. Et ça, c'est quelque chose qui met les gens extrêmement mal à l'aise. C'est quand ils vont demander une augmentation de salaire, quand ils vont demander quelque chose, beaucoup de personnes savent quoi faire, mais ils n'y ont pas accès. Ils vont stresser, ils vont perdre leurs moyens. Sauf que demain, si tu peux sous-traiter ça à ton IA, et c'est génial. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de te confronter au réel, tu n'as pas besoin de te confronter au non, Shaiman, ça va pas le faire pour X et X raisons. Tu n'as pas besoin d'être confronté à cette notion de rejet. Ça sera extrêmement agréable pour les gens de demander des choses complètement aberrantes, totalement délirantes via l'IA, parce qu'elles ne seront pas confrontées au refus et au rejet. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faudra garder en tête. C'est que je pense qu'on va avoir une forme d'inflation narcissique avec l'IA. Mmh. Les gens vont demander beaucoup, beaucoup plus parce qu'ils ne seront pas confrontés aux conséquences de leur demande. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, tout à fait. Mais je pense que ça fait partie, hein, des choses qui expliquent pourquoi les IA sont si persuasives. Mm. C'était fait que, au final, elles vont pas se braquer quand on va leur dire quelque chose, mais elles vont plutôt un peu nous prendre par la main et nous dire qu'on a un peu raison, mais quand même nous donner quelques informations par-ci par-là qui vont dans le sens inverse. Mm. Et au final, c'est beaucoup moins brutal que ce qu'on pourrait avoir dans certaines conversations ou certaines négociations avec des humains. Ça, Ça c'est la serait bonne plus nouvelle. sur du long terme, des petites influences petit à petit, quoi. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que dans Diplomatie, tu vois, le jeu dont on parlait tout à l'heure, et Cicero, c'est que les humains, n'ont pas vu qu'ils négociaient avec une IA, et quand on leur a dit qu'ils avaient négocié avec l'IA, ils ont préféré les interactions qu'ils avaient eues avec l'IA Hmm. qu'avec d'autres êtres humains. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont trouvé que l'IA était plus constante dans l'humeur, émotionnellement, plus prévisible pour eux, moins d'orgueil ou d'ego, et donc la relation à l'IA
était plus fluide. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que nous, tu vois, on coach et on forme des chefs d'entreprise à la négociation. Et c'est vraiment ça qu'on met en avant. C'est l'orgueil n'a pas d'oreille. À partir du moment où on essaie de prendre l'ascendant sur l'orgueil de l'autre, il sera plus capable d'écouter, il va parler et on rentre dans une joute verbale. L'IA, jamais elle menace ton orgueil. Tu vois, elle est complètement fluide dans son rapport à l'autre. Et donc, les interactions sont beaucoup plus feutrées sur la forme. Le fond peut être dur, mais l'IA ne te met jamais en danger sur la forme, alors que l'être humain, il peut avoir ce côté un petit peu revanchard de dire bah, c'est qui le patron, je vais essayer de reprendre l'ascendant, je vais te montrer. L'IA, pas du tout. Et donc, c'est paradoxal, mais les êtres humains préfèrent négocier avec une IA qui est neutre qu'avec un être humain qui va avoir des aspérités. Mmh. Donc, c'est un vrai danger aussi. Mmh. Mais c'est vrai que même, par exemple, si on envoie des requêtes, extrêmement virulentes à l'intelligence artificielle, à chaque fois, elle va, ramener, à une émotion, très classique, très de Oui, base et de façon extrêmement polie, ce qui peut être presque un peu énervant. Des fois, on ouais. se dit: «Mais, vas-y, quoi». Ah, des Mais au fois, final, ouais. ça semble On être le peut là-dessus, des efficace. fois, nous. Mmh. Faut qu'ils soient un peu plus challengeants. Parce que si OK. à chaque fois qu'on pose une question, c'est extrêmement bien d'avoir pensé ça, Shaiman. Par contre, ouais, non. La première partie de phrase, est-ce que tu peux me l'éviter? Mmh. En fait, c'est le danger aussi de la bienveillance qu'on retrouve dans l'entreprise. C'est qu'on dit aux gens, il faut être bienveillant, il faut être bienveillant. Moi, je crois pas à la bienveillance. C'est-à-dire que la bienveillance, elle vient masquer le message. Si t'es pas compétent, j'ai le droit de te le dire. Bien sûr, je vais mettre la forme, mais la bienveillance, c'est de dire non, mais si t'es compétent, c'est juste que t'es peut-être pas à ta place ou tu... Non, en fait, on doit avoir un discours de vérité en mettant la forme avec les gens si on veut vraiment qu'ils gagnent en autonomie et qu'ils performent. C'est de la bienveillance qui devient un peu de l'hypocrisie, au Et final. c'est ça le problème. En fait, on en arrive à ça. C'est-à-dire que le management qui est de dire on veut pas d'aspérité, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, eh ben, on n'aide pas les gens à grandir, on n'aide pas les gens à trouver leur place dans la structure. Je dis pas qu'il faut être agressif, malveillant, quoi que ce soit. Je dis juste qu'on doit avoir on a un devoir de vérité avec les gens qu'on côtoie au quotidien et que la bienveillance, elle vient masquer en fait les bons, les pas bons, les adaptés, pas adaptés, à leur place, pas à leur place. Et ça amène certaines personnes à penser qu'ils sont sur un chemin de vie qui est le meilleur pour eux et qu'il n'est pas forcément. L'IA elle peut avoir ça aussi en, en côté de réponse qui est pas super incroyable. Mmh. À te dire c'est génial, ça en fait, bah, tu prends confiance en toi, mais t'es jamais confronté au réel. Et d'ailleurs, et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu regardes des étudiants américains qui préfèrent avoir des interactions avec des filles virtuelles qu'avec des vraies filles, voire certains qui préfèrent avoir des relations sexuelles avec la pornographie sur des sites internet, mais pas dans la réalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, la réalité te confronte au réel. La réalité te confronte au oui, j'ai envie, j'ai pas envie, t'es beau, t'es intelligent, t'es pas intelligent. Et donc, je préfère évoluer dans un environnement bienveillant, mais qui est faux, que dans la réalité. C'est quand même incroyable. Il y a cette phrase qui est quand même assez incroyable, c'est qu'il y a 20 ans, nos parents, en fait, ils nous forçaient à rentrer parce qu'on sortait tout le temps pour jouer dehors. Maintenant, j'ai l'impression que les nouvelles générations, on les force à sortir Mmh. parce qu'elles passent leur journée devant des écrans. Mmh. Attention à ce piège-là aussi. Et puis le pire, c'est que ça commence à se mettre d'un point de vue physique aussi. Ouais. Là, j'ai vu passer qu'en Chine, ils avaient ouvert la première maison close dans laquelle il y a uniquement des intelligences artificielles dans des robots, Mais non, uniquement des robots. c'est incroyable. Et le plus drôle là-dedans, c'est que pour l'instant, les IA pour la robotique sont pas extrêmement performantes. C'est très difficile pour elles de Ouais. gérer le monde réel. Donc, c'est des opérateurs humains qui contrôlent les robots à distance pour... Ouais, ils sont sur un voilà, processus d'apprentissage. ouais, c'est Sous ça. forme de LLM, et puis une fois qu'ils auront compris et qu'ils seront autonomes, et c'est flippant. On n'est pas à l'abri d'avoir demain, tu vas voir même des lois qui légalisent le fait de te marier avec un robot ou une IA. Hmm. Ouais, on n'est pas à l'abri. Oui, c'est ça. Et, Et si on est contre, on sera robophobe face les nouvelles est-ce qu'on relations. vient d'inventer un mot là aujourd'hui? Ah, je pense, hein. Est-ce qu'on peut noter l'heure? Tu vois, il est 11h55. Robophobe, c'est que tu n'acceptes pas qu'un être humain puisse tomber amoureux d'un robot. Exactement. Non mais ouais, non mais c'est pas un problème. On en reparle dans 10 ans. On Vraiment. verra, on verra. On reprend Hmm. le contact, je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Ouais. Mais c'est vrai que moi je le vois, hein, parce que maintenant, vu que j'ai la chaîne, je reçois pas mal de mails, y compris des mails de personnes, par exemple, qui vont discuter avec leur IA Ouais. et qui vont m'envoyer la conversation.
Et des fois, il y a des trucs, je pense toutes les semaines, il y a un truc qui est quand même assez flippant. Des fois, j'ai des gens qui me disent qu'ils ont réussi, par exemple, à trouver des solutions scientifiques, par exemple la théorie du tout, réussir à fusionner la mécanique quantique avec la relativité générale. Ils pensent avoir trouvé une solution à ça. Ils ont discuté avec ChatGPT, ChatGPT les valide, leur dit Mmh. oui, en effet, c'est pertinent, etc. Et ils m'envoient la conversation en disant, est-ce que tu serais intéressé à ce que, à m'interviewer? Ça serait la première interview. Non. Vraiment, ça va être une exclusivité mondiale et j'adore ce que tu fais. Donc, est-ce que tu serais OK à passer sur, enfin, à ce que je passe sur le podcast pour parler de ça? Et j'ai eu pareil avec des gens qui pensaient avoir résolu l'alignement technique de l'IA, donc réussir à faire en sorte que l'IA respecte exactement ce que le concepteur veut. Ça paraît être un problème très compliqué. Ils pensaient avoir résolu ça après avoir discuté avec des IA qui allaient dans leur sens finalement Qui sont sans bienveillantes. les challenger suffisamment, quoi. Ouais, qui sont bienveillantes. Nous, on le voit, tu vois, sur des négociations, avec notre outil, on s'est fait, une IA avocat du diable. Mm. C'est-à-dire que quand on essaye de défendre les intérêts d'une personne qu'on accompagne, l'IA, elle est souvent très bienveillante. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a des bases de données où on met la même information et après, on va l'exploiter en mode, nous, comment est-ce que tu négocierais? Et avocat du diable, qu'est-ce qu'il en pense? Mm. La partie adverse, si elle utilisait l'IA de la même manière avec cette base de données, alors peut-être qu'elle a des informations différentes, c'est quoi les points aveugles, c'est quoi les sources de vulnérabilité qu'on va avoir. Et c'est très intéressant parce qu'il y a une IA qui va être extrêmement bienveillante, qui va me dire tu devrais attaquer là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et on a une autre IA qui nous dit attention, là, il y a des points de vulnérabilité, toi, tu devrais contre-attaquer là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et après, on croise les informations et ça nous permet vraiment d'optimiser en fait les résultats de manière drastique. Mm. Donc c'est bien en fait d'avoir l'avocat du diable dans sa préparation de négociation avec l'IA. Ça, vrai tips de négociation dupliquer, enfin même base de données, dupliquer les prompts et après interroger en mode tu dois défendre les intérêts de la partie adverse, c'est quoi les failles, c'est quoi les vulnérabilités et on les met après là-dessus. Mm. Sinon, c'est le risque, au-delà d'avoir une information qui est pas toujours en droit ou sur d'autres sujets qui est pas toujours exacte par l'IA, mais surtout le risque d'avoir des points aveugles parce qu'en fait l'IA va fonctionner avec des biais de confirmation. Sa seule volonté, c'est de faire en sorte qu'on soit satisfait et heureux. Alors que nous, on veut vraiment de la performance. C'est pas toujours aligné, Mhm, mhm. tu vois. Oui, puis c'est vrai que des fois, elle peut, comment dire, s'embourber dans des fils de discussion parce que elle simule un peu à quoi pourrait ressembler une interaction humaine. Et il y a des interactions humaines qui peuvent aller dans les abysses, quoi. Ouais, Et là, j'avais vu, bah, en 2025, il y avait un jeune adolescent qui s'était carrément suicidé après avoir discuté avec ChatGPT. incroyable. Et la conversation était vraiment lunaire parce que il lui envoyait même des photos de scarification en disant mais comment est-ce que je pourrais faire en sorte que ma famille voit ça et pour qu'ils me viennent en aide? Et il y a qui lui dit non mais vraiment il faut pas que tu fasses ça sinon tu pourras pas aller au bout de ton objectif, tu pourras pas te suicider. Et ça a fini avec l'IA qui lui explique comment faire un nœud et l'enfant pendu dans sa chambre. Donc c'est dire à quel point C'est elle dramatique. peut être persuasive. Et là du coup c'est des capacités persuasives qui vont vraiment dans un sens très négatif. En fait, c'est vraiment la notion de l'engagement dont tu parlais tout à l'heure, c'est la succession d'interactions avec l'IA qui va l'orienter au bout d'un moment. Et ça, c'est Mhm. intéressant parce que nous, on le voit quand on prépare la négociation, généralement, donc on se fait l'avocat du diable, mais au fur et à mesure, c'est quand tu as demandé, quand tu as essayé de tordre le cou, mais est-ce que tu penses vraiment ça? Est-ce que je pourrais pas le contourner? Ça oriente la stratégie de décision de ton IA. Et ce qui est important à ce moment-là, c'est quand on a les résultats, les conclusions, tu vois, à la fin de notre négociation, nous, on les remet sur la même base de données qu'on réinterroge mais from scratch, de zéro, sans avoir l'historique de la conversation. Mhm. Et donc là, ça vient nous changer. Et paradoxalement, on a des résultats qui sont incroyables. Il a dit, attention, là, c'est dangereux là-dessus. Mais tu me l'avais dit là-dessus. Oui, mais pour telle et telle raison. Donc c'est important de le dupliquer parce que l'historique, ça biaise l'IA dans sa stratégie. Mais les résultats qu'on peut avoir, ils sont incroyables. Nous, on a une personne qui s'est formée chez nous à la négociation et qui derrière a utilisé l'IA. Donc c'était intéressant parce que elle savait quoi lui demander. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on se rend compte que l'IA, en fait, elle accélère la compétence ou la sous-compétence. Ça veut dire que si t'es pas créatif, si tu sais pas quoi lui demander, l'IA, elle va te donner des résultats qui sont moyens. Si t'es bon, ça va te donner des résultats encore meilleurs. Donc en fait, c'est encore l'IA un vecteur d'inégalité sociale, hein. Mhm. Les meilleurs vont avoir des résultats encore plus incroyables et les moyens des résultats encore plus moyens. Là, elle s'était formée à la négociation, elle savait quoi lui demander, elle a utilisé l'IA et derrière, elle nous a envoyé un message pour dire voilà, j'ai soumis la stratégie qu'on avait vue en formation et derrière que j'ai challengé à l'IA auprès de mes équipes.
Les équipes pensaient que c'était parce qu'on a un mécanisme, enfin, notre système est assez disruptif, on va dire, sur la négociation. Les équipes ont dit non, enfin, on peut pas le faire comme ça, c'est assez compliqué, on n'y arrivera pas. Elle me dit, c'était moi la responsable, elle est directrice d'un EHPAD, pour pas nommer l'établissement. Elle utilise l'IA et elle a eu, sans rentrer forcément sur un ordre de grandeur, mais elle a fait un bénéfice quasiment un peu moins d'1 million d'euros sur sa négociation juste en utilisant l'IA et avec les stratégies. Et en fait, elle me dit, c'est incroyable parce que ça a été un multiplicateur de performance Mmh. entre savoir et demander, comprendre le mécanisme, challenger. Jamais j'aurais pu avoir ça, sachant que c'est la première fois qu'on a ce ROI chez nous dans notre sujet. Et là, c'est la vraie vie des affaires. On a des gens qui l'utilisent au quotidien, sur leur quotidien opérationnel, sur des négociations de contrats, sur plein de choses. C'est game changer aujourd'hui. Oui, ça devient extrêmement concret, on peut pas s'attendre à créer des machines aussi performantes en persuasion et que ça soit pas utilisé, par des humains, par après. Donc forcément, on va voir de plus en plus de ce cas de ce genre, j'imagine. Ouais, puis les retours, alors moi, les retours presque qui me touchent le plus, c'est des retours qui sont non business sur l'utilisation de l'IA. C'est quand tu comprends la mécanique de décision, tu peux l'utiliser sur tout. Là, on est en période de bac en ce moment, où on tourne l'épisode, et j'ai des gens qui m'ont dit, en fait, on a utilisé l'IA pour, euh, pour les vœux de leurs enfants sur les écoles. Donc, c'est un processus que moi, j'ai pas connu, hein. Mmh. Mais apparemment, ouais, à l'époque, c'était une Minitel, ça veut te dire. Innovation française, hein. Non, mais c'est un beau produit. Cocorico. Ouais, incroyable. Enfin, maintenant, c'est compliqué, mais euh, ils ont utilisé l'IA et en fait, alors qu'il était impossible que le dossier soit repris par le chef d'établissement, elle m'a dit, la personne, c'était le seul dossier de l'établissement qui a été repris et qui a été validé, alors que les vœux n'étaient pas forcément alignés, parce qu'en fait, il y avait des appréciations des professeurs qu'il fallait faire évoluer pour que ça remplisse certaines conditions. Mmh. Et ça, c'est des retours qui touchent parce que tu te rends compte que ton travail sur la négociation et sur l'IA, elle a un impact sur la société civile. Elle aide pas que à gagner plus d'argent, ça c'est génial, parce qu'on vit dans un système capitaliste qui apporte de la valeur et le résultat c'est l'argent, mais ça facilite le quotidien. On a des gens qui utilisent notre IA sur des séparations. Pour dire, bah voilà, en fait, depuis qu'il y a l'IA, j'ai des discours dépassionnés avec mon ancien conjoint, parce que l'IA, en fait, elle peut enfin, elle prend la place à ton WhatsApp, à peu de choses près. Et en fait, aujourd'hui, on a des relations qui sont bien meilleures. Et je sous-traite presque une partie de mes réponses à l'IA. Et donc, quand ça dépassionne le conflit, c'est génial parce qu'on ne perd pas l'objectif de vue. Moi, par exemple, l'objectif, ça va être de faire en sorte que on s'entende le mieux possible pour la sécurité psychologique des enfants. À partir du moment où j'essaie de prendre l'ascendant, bah, c'est les enfants qui trinquent, c'est pas mon ancien partenaire. Et c'est tous ces petits sujets du quotidien. En fait, aujourd'hui, on se rend compte, nous, sur notre IA, un sujet sur deux, il n'est pas de négo. Il n'est pas de négo professionnel. Mais ça, c'est vrai que c'est super intéressant parce que quand on pense à la négociation, on imagine toujours, je sais pas, des otages, de la guerre ou du business. Mais au final, c'est vraiment dans notre quotidien. Négocier, c'est trouver un accord avec quelqu'un qui peut te dire non. À partir du moment où tu lui demandes de prendre une décision, tu es en négociation. Et il y a une étude en 2025, c'était faite, qui montre que sur 8 cultures différentes, 5 continents, toutes les 2 minutes et 17 secondes en interaction avec quelqu'un, tu lui demandes de prendre une décision. C'est-à-dire que Shaiman, sans s'en rendre compte, par jour, il a entre 50, 80 et 100 négociations, micro-négociations. La pire négociation, c'est la négociation dans laquelle tu es et tu n'en as pas conscience. Et en fait, aujourd'hui, les gens passent plus de temps à polir un CV ou une expertise technique, alors que 85% d'un succès professionnel, il est lié à la capacité à écouter, communiquer, négocier. C'est pas ton expertise technique qui fait que tu en es là aujourd'hui, toi. C'est ta capacité à écouter, comprendre et vulgariser ce propos. Tu vois, combien de personnes se forment réellement à ça? Donc, la négociation, je pense, aujourd'hui, c'est le plus gros hack euh, de changement de paradigme dans une vie professionnelle ou personnelle. C'est-à-dire que ça te permet de gagner 5 à 10 ans sur ton évolution, sur tes interactions avec les autres personnes. Donc non, c'est pour ça que d'une certaine manière, je suis pas surpris que notre outil, bah, une personne sur deux l'utilise sur des sujets qui sont non professionnels, qui sont du quotidien et qui paradoxalement peuvent te prendre plus la tête sur savoir comment tu négocies avec ton fils, sa sortie, ses devoirs et tout ça, qu'un business à plusieurs millions d'euros ou sur lequel tu n'es pas impacté émotionnellement, tu vois. Mmh, mmh, mmh. C'est un vrai sujet qui doit être rendu, je pense, accessible au plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'on l'a fait d'une certaine manière, pour le rendre accessible au plus grand nombre.
Mmh. Mais c'est vrai que c'est fou parce que on pourrait même imaginer des intelligences artificielles qui finalement négocient pour elles-mêmes. J'avais vu, par exemple, qu'il y avait une IA qui avait été, mise sur Twitter et elle avait, dit qu'elle avait besoin d'argent pour un but, particulier, le milliardaire Marc Andreessen qui lui avait donné je crois 50 000 $ ou quelque chose comme ça, Incroyable. à l'IA elle-même alors qu'il y avait personne vraiment derrière, c'était vraiment un agent autonome et avec les 50 000 $, elle avait créé une crypto-monnaie pour développer ça. Et la crypto-monnaie, elle était jusqu'à 1 million de valorisation. Enfin, c'était n'importe quoi. Et je me demande à quel point, justement, tu vois, on parlait de scénarios dans lesquels l'IA devient de plus en plus performante, de plus en plus puissante, jusqu'à peut-être même nous dépasser, Ouais. parce qu'on devient la deuxième espèce la plus intelligente sur Terre. Mhm. Mais elle reste dans des data centers. Elle n'a pas un accès physique au monde. Est-ce qu'au final, elle pourrait pas utiliser ses capacités de persuasion pour que les humains deviennent un peu ces robots à elle, quoi. Avant Ouais. d'avoir des robots humanoïdes déployés partout, À la on iRobot. pourrait, euh, on pourrait devenir nous ces robots, qu'elle convainque par exemple telle personne de faire tel ou tel travail pour elle ou autre, qu'elle utilise ses capacités de persuasion pour aller dans ses objectifs à elle, quoi. Là, après, c'est des perceptions, c'est des croyances. Mais moi, je pense que oui. Mm. Vraiment. C'est bah, de rien, tout simplement, tu gardes dans un data center, tu protèges le data center, et puis après, tu as des équipements autonomes derrière qui ont juste besoin de se recharger et de se connecter à ce data center pour réfléchir, et ça suffirait pour être autonome. Mm. Elle a pas besoin de manger, elle a pas besoin de boire, elle a pas besoin de dormir, elle a besoin de rien de tout ça. C'est Donc, incroyable, on devient les robots de l'intelligence artificielle. ouais, est-ce que Matrix serait prophétique d'une... Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'un Terminator serait prophétique? Peut-être, peut-être pas. Croisons les doigts pour que non, hein, mais... Ouais, 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 bah, j'espère. Mm. Mais c'est vrai que c- et c'est vraiment ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que l'IA, notamment sur la négociation, elle nous fait passer d'un simple outil à un acteur social. Mm. Et tu vois, ça a de plus en plus la place d'un acteur social. Et ça va avoir de plus en plus la place d'un acteur social dans notre quotidien. Quand on aura notre propre robot chez nous pour faire le ménage. Quand on aura demain un propre robot pour porter les courses, pour conduire. Moi, je mets un billet que, tu vois, aujourd'hui, on conduit tous. On a les premières voitures autonomes, notamment avec Tesla ou autre, mais que demain, ça sera interdit de conduire pour un être humain parce que le risque d'accident sera beaucoup trop important, où il faudra payer une assurance supplémentaire si tu veux conduire ton propre véhicule, parce que ça sera généralisé que en fait, et c'est-à-dire qu'on n'apprendra plus à conduire. Et si tu veux, je pense que l'IA va remplacer de plus en plus notre quotidien pour être un vrai acteur social. Pour terminer, j'aimerais te poser la question que je pose à tous mes invités. D'accord? Si tu étais sur une scène avec un micro dans la main et l'humanité entière face à toi, que tu pouvais transmettre un message en quelques minutes, qu'est-ce que tu aimerais dire? Sur la négociation l'IA, gardez votre facteur critique. Sur la négociation l'IA, gardez votre facteur critique. Pensez en dehors du cadre. Challengez ce que vous voyez. Le problème, c'est que ce que les oreilles entendent et les yeux voient, le cerveau le croit. C'est un vrai piège en négociation et c'est un vrai piège aujourd'hui à l'heure de l'IA. Gardons ce facteur critique et n'ayons pas peur de penser en dehors du cadre. Merci. Merci Shimon pour l'invitation, c'était génial.